Bonjour, bienvenue à tous sur le débat de Direct Gestion. Pardon, comme tous les matins, 9h30 à 10h en direct, deux experts décryptent pour nous ces marchés financiers, des marchés financiers qui démarrent l'année à la peine. Pour nous accompagner pendant cette demi-heure, Maria Serva, gérante chez Skylar Group. Bonjour Maria. Bonjour. Et Eric Lewin, le rédacteur en chef de publication Agora. Bonjour Eric. Bonjour. Messieurs, dames, vous avez écouté l'édito Où investir en 2016, la question évidemment que tout le monde se pose. On a mis cette année 2015 voilà, déjà derrière nous. On finit sur une performance finalement pas si séduisante que ça. On va s'en contenter, c'est quand même 8% sur les indices CAC, beaucoup mieux sur les mid et small. On va en parler dans un instant. En revanche, le début d'année est plutôt compliqué. On baisse pratiquement de 3% ce matin à l'ouverture. C'est rare d'avoir des années comme ça qui commencent aussi mal l'année, Maria. Et notamment sur le secteur du luxe. Alors, ce qui se passe, c'est la Chine qui pose problème. Et le secteur du luxe qui est très exposé à la Chine, enfin très exposé en termes de consommateurs, hein, j'entends, est à la peine aussi depuis ce début d'année. On a des baisses assez significatives parce qu'on a une crainte de la baisse de la consommation de ce consommateur chinois. Oui, la Chine, on savait qu'il continue à anticiper 6,5% de croissance. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se pense sur ces chiffres, on se dit non, c'est pas forcément possible. On a eu cette première crainte effectivement en août, et là, bis repetita, on a à peu près la même séquence d'évaluation du yuan. On s'interroge sur cette croissance, on dit que ça va pas durer et craque finalement sur les bourses chinoises. C'est ça, en fait, on a du mal à croire en la véracité des chiffres. Il y a toujours un doute derrière les chiffres qui nous sont avancés côté chinois, ce qui entraîne beaucoup de craintes et notamment sur le secteur du luxe, qui est le premier à en pâtir parce qu'exportateur. Alors on va voir s'il y a évidemment des valeurs qui vont tirer leur épingle du jeu et celles que vous préférez dans un instant. Eric Lewin, si on regarde dans le rétroviseur, 2015 en tout cas, les petites et moyennes valeurs, ça a plutôt cartonné, ça a plutôt bien marché. Ben oui, on a fait quand même plus 26,5 pour l'indice CAC Small contre plus 8,5 pour le CAC 40. Alors pourquoi? D'abord, le poids de l'énergie est très faible dans le monde des small caps, alors que sur le CAC 40, c'est 12%. Quand vous mettez du Total, de l'Engie, du Technip, ça fait à peu près 12%. Ensuite, il faut voir qu'il y a eu quand même pas mal de souscriptions l'année dernière de la part de gérants. Il y a eu aussi pas mal d'investisseurs institutionnels étrangers qui sont venus sur les small et mid. Je pense aux Américains qui sont venus dans l'univers des biotech. Et puis, surtout, il y a eu beaucoup d'opérations financières. On a regorgé d'opérations financières l'an dernier. Donc tout ce qui est fusion, acquisition? Il y a eu plein de choses. Il y a eu GFI Informatique. Des IPO, en veux-tu, en voilà. On parlera après des IPO, mais GFI Informatique racheté par les Qataris Manaï avec une belle prime. Montupel, l'équipementier, racheté par Linamar, c'est un groupe canadien, également une belle prime. Euroresources, belle prime. Next Radio, racheté par Altis, également belle prime. En fin d'année, on a eu Valtech dans le marketing interactif, racheté par son principal actionnaire avec une prime de 35%. Bref, ça s'agite et on a en plus des gérants small et mid qui sont totalement déconnectés pour l'instant des turbulences qu'on peut voir sur les marchés. C'est-à-dire que j'ai regardé la séance de lundi, on a perdu 2,5 sur le CAC 40 et on a perdu 1,2% sur le CAC Small. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez une séance de panique comme aujourd'hui, où le CAC perd 2,6%, ce que font les gérants, et Maria la première, ils vendent certaines valeurs qu'elles jugent dangereuses parce qu'elles sont très liquides. Quand vous avez 2 ou 3% d'une small cap en portefeuille, vous ne pouvez pas la vendre. Donc vous n'allez pas vous amuser à aller contre le marché en essayant de vendre à tout prix. Donc les gérants small caps ont une logique et une vision des marchés complètement différentes. Ils sont dans l'attentisme, ils jouent des niches porteuses, ils font du stock picking, ce qui est complètement à l'inverse parfois de certains gérants, notamment indiciels, qui eux, dès qu'ils voient que le marché est mauvaise nouvelle sur la Chine ou sur le pétrole, tac, ils vendent la valeur parce qu'ils savent que vous vendez aujourd'hui 500 000 total, vous n'avez aucun problème sur le marché. Vous vendez 500 000 parottes, je vous mets au défi, Fabrice, même si vous avez un carnet d'adresses extraordinaire, de trouver la contrepartie instantanément. Maria, justement, est-ce que c'est vrai ce que raconte Eric? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur ces grosses valeurs, on est forcément soumis aussi à des flux, c'est-à-dire qu'il y a une zone comme ça qui inquiète, ou un secteur qui inquiète, c'est vrai qu'il y a des grosses mains, comme on dit, qui vont vendre l'ensemble du secteur. C'est qu'en général, effectivement, on voit que ce sont les plus grosses capitalisations, LVMH, Kering, si on reste sur le secteur du luxe, qui vont commencer par baisser avant que ce soit les petites mythes du secteur en Italie. Parce que plus liquide et plus facile à sortir. La vente va se faire sur ces valeurs-là dans un deuxième temps. Encore une fois, pour des questions de liquidité. Après, dans le fond, nous aujourd'hui, nous avions déjà commencé à réduire ces valeurs en portefeuille et nous sommes positionnés sur des segments de marché qui sont moins impactés par la Chine. Donc on n'a pas eu de vente massive en ce début d'année. Enfin, ce début d'année, on parle de quelques jours. Et les poids lourds, justement, que vous évoquiez, les Kering, les LVMH, ils en pâtissent directement, ils vont être impactés? Bien sûr.
Alors impactés en bourse, ils ont été sanctionnés, ça c'est sûr. Après, en termes de résultats, ils vont publier dans quelques semaines. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels à vous donner, à vous communiquer. En revanche, il y aura un impact, ce qui est sûr, sur le 4e trimestre et certainement sur le premier de 2016. Ouais. Je reviens justement sur le krach qu'on a connu cet été. Est-ce que justement ces groupes-là, les Français en particulier, qu'on connaît, les Kering, les LVMH, et Hermès aussi, ont été impactés? Est-ce que ça s'est vu? Est-ce qu'il y a eu un trou d'air ou est-ce que c'était juste un phénomène boursier? Il y a eu un trou d'air avant de rebondir, mais malheureusement, on a eu des événements dramatiques au mois de novembre qui ont pris le relais, et ce qui fait que ces valeurs-là ont continué de dérater sur la fin d'année 2015. Ouais, donc news flow, comme on dit, des nouvelles compliquées pour l'instant, que ce soit en Chine, que ce soit les attentats qui ont eu un impact évidemment. Et incertitude sur la croissance de ces sociétés. En revanche, je pense que c'est du court terme et que les fondamentaux restent solides et qu'il faut, à mon sens, on peut commencer à se repositionner et se reposer la question de savoir s'il faut retourner sur ces valeurs-là, parce que les valos sont intéressantes et que les fondamentaux restent solides. Et si on a un trou d'air sur 2 trimestres, je pense que l'année 2016 sera porteuse pour ce secteur. Voilà, donc une première idée en tout cas d'investissement pour 2016, rester positionné ou renforcer certaines valeurs du luxe dans le creux. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les small et mid? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui vont être plus joués que d'autres? Vous parlez des biotech tout à l'heure, c'est vrai que ça a fait le buzz, comme en 2014, en 2015 ça a été vraiment une super année. Pour tout ce qui est biotech, on sait qu'on est champion en France, on a de très belles biotech qui sont moins valorisées qu'aux États-Unis. Est-ce que selon vous, ça va continuer, Eric Lewin? Le problème, moi je raisonne toujours sur les small and mid en stock picking. Regardez, je vous prends un exemple. Ce matin, il y a EOS Imaging qui a publié un très mauvais 4e trimestre. L'action perd 25%. 25%. 25%. Ouais. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde des biotech, il y aura forcément beaucoup de dégâts. C'est quand même pas le secteur que je privilégie parce que je trouve que c'est un secteur, je l'ai déjà dit, très difficile à appréhender. Parce que même si vous connaissez parfaitement les sociétés, il peut toujours y avoir un problème de phase 3, un problème de phase 2, qui fait qu'il y a un retard et que l'action baisse de 6%. Je me rappelle, phase 2, phase 3, c'est les étapes de développement. C'est des étapes avant le lancement d'un médicament. Moi, je me rappelle par exemple du dossier Carmat quand il valait 130 euros il y a plusieurs mois. Je m'étais fait incendier parce que j'avais dit sur une radio concurrente, une télé concurrente, que c'était hors de prix. Et là, l'action vaut 40 euros. Pourtant, rien n'a changé pour Carmat, puisque les essais continuent. Il y a eu un décès, mais enfin bon, c'est normal, puisque c'est pour des insuffisances cardiaques très fortes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va très vite dans ce monde-là. Il faut savoir saisir les opportunités. Et autant je pense que sur les sociétés industrielles, la tech ou même le luxe, il faut avoir une vision de long terme. Je pense que sur les biotech, souvent, c'est vraiment des coups à jouer. Parce que si vous n'êtes pas un énorme spécialiste, c'est très très difficile à appréhender. Et dans tout ce qui est informatique également, qui a fait l'objet, vous l'avez dit, de fusion-acquisition, on a eu GFI Informatique, on a eu Valtech. Est-ce que selon vous, le mouvement de concentration va continuer? On sait que parmi les gros titres, il y a Atos aussi qui est intéressé par effectivement des acquisitions chez Dell, enfin EMC. Est-ce que vous pensez que ça va continuer ce écoutez, secteur? Il y a trop d'acteurs. Ou il faut vraiment faire du stock picking? En fait, si on veut jouer une zone, ce qui paraît cohérent, c'est de jouer l'Europe. Si vous voulez jouer l'Europe, il faut jouer tout ce qui est éditeur de logiciels, les sociétés informatiques qui sont présentes en Europe. Parce que c'est vrai que là, il y a un peu plus de croissance. C'est vrai que c'est un secteur qui marche bien. Moi, j'ai pas mal de copains qui sont patrons de sociétés cotées et qui me disent que bon, il y a quelques pressions à la baisse en termes tarifaires des grands donneurs d'ordre. C'est vrai. Mais que d'un autre côté, il y a des contrats sans arrêt, sans arrêt. On travaille dans la sécurité. Dans le digital, il y a un effort énorme qui est fait. Donc, il y a beaucoup de boulot pour ces boîtes-là. Et moi, je pense qu'il y a trop de sociétés cotées dans le monde des sociétés informatiques et que tôt ou tard, à l'instar de ce qui s'est passé pour GFI Informatique, il y aura d'autres opérations. Vous avez vu qu'en fin d'année, il y a eu Solucom qui a acheté les activités européennes de Kurt Salmon. Là, on est dans le conseil. Moi, je pense que cette année, ça va continuer. Alors, je n'ai pas de nom précis. J'avais Valtech en tête. J'ai peut-être une société. Il y a des cibles. Il y a peut-être SQLI. SQLI ferait une cible parfaite. Il y a peut-être aussi une petite SS2I qui s'appelle ITS Group, qui pourrait également faire l'objet. Mais en fait, dans ce secteur, ce qui est intéressant, c'est que toutes les sociétés peuvent faire l'objet d'une opération financière. Parce que quand vous êtes un grand groupe indien, un grand groupe américain, vous venez en France et vous dites, voilà Fabrice, vous avez une société, je vous offre 40% de prime, même si vous avez 60% de la société, il y a un moment où vous dites, ok, je vais toucher 100 millions d'euros, c'est peut-être intéressant de vendre ma société. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, autant LVMH, Kering, c'est pas une cible, parce que dans le luxe, on sait que c'est des grands... des prédateurs. Voilà, c'est des prédateurs et c'est des grands groupes bien établis. Dans le monde informatique, tout peut arriver, parce que les sociétés que je regarde de près, c'est des sociétés qui valent en capi entre 100 et 400 millions d'euros. Donc quand vous êtes dans cet univers, vous pouvez facilement être racheté. Pour l'instant, j'ai des amis qui me disent je ne suis pas vendeur, mais quand vous avez une offre avec 40, 50, 60%, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que se pose la problématique. Donc pour moi, tout le monde informatique
est à acheter. Donc monde informatique à surveiller. En ce qui concerne effectivement fusion-acquisition, dans le luxe, il y en a un petit peu moins. C'est souvent, comme vous l'avez dit, effectivement le gros qui va racheter le petit artisan, entre guillemets. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y a des cibles ou des fusions-acquisitions potentielles, des choses que vous surveillez dans ce secteur du luxe? Il y a souvent en fait les sociétés italiennes qui sont pointées du doigt parce que l'actionnariat n'est pas verrouillé et que ça pourrait être des cibles intéressantes pour les leaders du secteur. Il n'y a rien de fait. En revanche, sur l'année prochaine, on pense à quelques IPO qui pourraient rentrer sur le marché. Alors il y a des noms comme Versace qui sont en Italie ou encore des sociétés premium comme SMPC, Sandro, Marche, Claudie Pierlot qui pourraient arriver sur le marché dès 2016. Parce qu'en fait, toutes ces sociétés-là, si on reste sur les leaders du luxe, ont énormément de cash. Et pour croître, une acquisition serait de bon augure. Ça fait sens pour ces groupes-là. Et après, il faut trouver des cibles, trouver le bon timing, trouver le multiple de valorisation adéquat. Et il n'y a pas eu d'opération majeure sur 2015. Si on regarde effectivement vos valeurs préférées, on en avait parlé il y a un mois environ, vous gérez le fonds L'Esprit du Luxe et eh bien, vous nous avez parlé de Moncler, Yoox, LVMH. Est-ce que ça va rester vos choix gagnants pour 2016? Alors Yoox, oui, ça reste un choix gagnant. Les chiffres sur le début. On rappelle ce que c'est d'un mot, peut-être que tout le monde n'est pas familier. Yoox Net-a-Porter, c'est fusion entre Net-a-Porter qui était sous le giron de Richemont, leader de la vente de produits de luxe en ligne, et Yoox qui était plutôt leader du off-season, donc des collections précédentes des côtés, qui ont fusionné pour donner Yoox Net-a-Porter, qui est le leader aujourd'hui de la vente en ligne de produits de luxe. Les taux de croissance sont à 2 chiffres sur ce segment de marché qui est encore tout petit et où la dynamique de croissance reste assez importante. Ça reste une valeur importante pour nous, elle fait partie de notre top 10. On s'est positionné dessus l'année prochaine et on reste aussi sur 2016. Les ventes ont été très très bonnes aux États-Unis pendant la période des fêtes. Le titre a un petit peu souffert début d'année en raison d'un impact météo qui est mis en avant sur le secteur du retail au sens large et même sur Internet. On pense que les chiffres devraient être très bons sur le 4e trimestre. Je pense que beaucoup de gens, évidemment, ont fait leurs courses sur Internet. Il y a une société qui s'est introduite en bourse récemment, Eric Lewin, c'est Showroom Privé. Là aussi, IPO un petit peu décevante au début, et puis là, ça reprend de la hauteur. Oui, c'est le problème souvent des IPO, c'est-à-dire qu'il y a souvent de beaux dossiers, mais parfois, les valos à l'émission sont un petit peu trop élevés. C'est ce qu'on a vu sur Showroom, je crois que c'était 19,50 ou 19,40. L'IPO, ça a baissé jusqu'à 17, puis là, ça remonte gentiment. C'est un beau dossier. Moi, je connais bien le management, qui est un management cohérent, un tandem qui fonctionne très bien entre Thierry Petit et David Dayan. Maintenant, c'est un petit peu cher en termes de valorisation, mais comme c'est un acteur unique avec vente privée, moi, je me dis qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir là aussi un adossement sur ce genre de dossier. Ça peut intéresser un gros du secteur. Un gros du secteur, et puis on voit aussi évidemment les croissances des groupes chinois en particulier, là, le e-commerce est à fond s'ils veulent s'implanter, ça pourrait être également une cible. Où investir en 2016, c'est notre page spéciale ce matin avec, voilà, on navigue entre le luxe et les petites et moyennes valeurs. D'autres idées dans un instant dans la deuxième partie du débat. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.